Hello, hello tout le monde! What's up, gamers, devrais-je dire, vu le sujet d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du monde? Hello, oui, il y a du monde. Alright, donc, commençons ça. Aujourd'hui, pour commencer avec les classes, j'avais eu plusieurs idées, mais définitivement, ce que je me suis dit, c'est que j'allais reprendre un truc que j'avais fait il y a très 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 longtemps, quand j'étais chargé de lab dans le cours d'orienté objet. Donc ça fait quand même quelques années. C'est-à-dire
implémenter des classes simples qui représentent un personnage qu'on peut utiliser dans un combat. Donc, avant de commencer avec ça, je vais juste commencer avec des petits trucs de base sur les classes. Donc, ici, je vais juste comme enlever tout le code que j'ai mis là, qui se sert de nos classes qu'on a. Parce que vous avez lu vos notes de cours, fait que vous avez compris en gros qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'une instance, c'est quoi les attributs d'une instance, c'est quoi les variables de classe versus les variables d'instance. Je veux vous amener à des trucs qui sont peut-être un peu plus pythoniques, puis on va essayer d'introduire les notions, parce que, mettons, à partir de maintenant, vous allez vraiment commencer à remarquer que notre but ici, dans les 9007, c'est de vous montrer à programmer et non pas à vous montrer le Python en particulier. La session, il reste encore 3 semaines, donc mettons qu'on n'a pas le temps de passer à travers tout ce qu'il y a à dire sur la programmation orientée objet en Python. Fait que ça va être un survol. Fait qu'on va vous montrer tous les concepts communs de programmation orientée objet. Donc, c'est quoi le concept d'attribut ou de membre ou de champ. Tous les langages ont leur propre façon de les nommer. C'est quoi un objet, une classe, les grandes bases de l'héritage, un peu de polymorphisme, ce genre de choses-là. Tu sais, vraiment les notions de base de la programmation orientée objet. Puis quand je vous le montre, je vais essayer de vous le montrer de la façon la plus pythonique possible, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer en termes de Python orienté objet d'ici à la fin de la session. Fait que si vous avez besoin de faire du Python dans les années qui suivent, puis que vous vous rendez compte que vous ne savez pas grand-chose, on fait notre possible. Il fallait vous montrer à programmer, puis après ça, peut-être que vous pouvez apprendre le Python comme il faut par vous-même, mais il y a beaucoup de choses à apprendre dans un langage pour le maîtriser. Donc, ceci étant dit, commençons. Je vais voir d'abord si je peux rouler ça. Est-ce que ça... Ok, c'est bon. Mettons que j'ai une classe. Fait que, bon, vous savez comment déclarer une classe. Hein? Fait que si j'ai une classe, je sais pas moi, une classe point, hein? Puis un point, on va dire que c'est XY, là, un point en 2D. Fait que je vais l'appeler, mettons, point 2D. Bon, vous avez vu, vous pouvez faire votre init. Fait que le init, souvent, quand on donne des cours de Python, on va dire « Ah, ça, c'est comme le constructeur. » Tu sais, pour ceux qui savent déjà programmer dans d'autres langages, ah, ça, c'est comme le constructeur. C'est pas tout à fait vrai. C'est un initialiseur, parce qu'habituellement, un constructeur, c'est pairé avec un destructeur. Ici, le init, c'est un peu plus comme l'équivalent du constructeur en Java que celui en C++, mais encore là, pas tout à fait. Parce que le init ne fait pas l'allocation de la ressource, il fait juste l'initialisation. Fait que quand vous rentrez à l'intérieur de votre init, fait que je déclare mon init, je vais mettre un X et un Y comme ça. Une fois que vous êtes à l'intérieur de votre init, vous avez un self. Ça, le self, c'est comme le this dans les autres langages. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Ce que Python fait manuellement, c'est-à-dire les méthodes d'une classe, on passe l'objet courant comme premier paramètre. Les autres langages le font implicitement. Donc en C++, en Java, en C#, quand vous déclarez une méthode dans votre classe, vous n'avez pas besoin de mettre le this, c'est l'objet courant au premier paramètre. Le compilateur le fait pour vous. En Python, il faut le faire manuellement. Fait que vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cet objet-là. C'est juste un paramètre comme un autre de la classe, de la méthode. Par convention, on l'appelle self. Vous pourriez l'appeler this, mais si vous faites ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous aimer. Fait qu'appelez le self. OK, fait que si je veux initialiser x et y, tu sais, j'ai mon point, fait que je fais self.x égale x, self.y égale y. Puis je pourrais, mettons, je sais pas moi, je pourrais définir la soustraction, je pourrais définir plein d'affaires. Mettons, je vais définir le truc le plus de base, c'est-à-dire le str. Fait que vous avez vu dans vos notes de cours, plus tard, vers la fin, quand on a parlé de l'overload d'opérateurs, bon, on va pas en faire beaucoup aujourd'hui. En fait, on va pas en faire. Là, je vais juste faire le str parce que c'est celui qui est pas mal le plus de base. Mais les surcharges d'opérateurs, on va les faire au prochain cours, jeudi.
Donc, fait que là, ici, ça pourrait être, mettons, return. Puis là, mon point, je pourrais dire que je le mets entre parenthèses, comme ça. Fait que ce serait, mettons, self.x, virgule, self.y. Ça, on va dire que c'est ma représentation sous forme de string. Hein? str, c'est supposé de représentation la forme belle, autrement dit la forme lisible présentable de votre objet. Dans mon cas, on va dire qu'un point s'est représenté en parenthèse. Là, vous avez remarqué que, surtout ceux qui savent déjà programmer, qui ont utilisé d'autres langages, j'ai dit nulle part que j'avais le membre X et le membre Y dans ma classe .2D. Hein, si j'avais été en Java, si j'avais été en C++, C#, peu importe, même en, je ne suis pas sûr en JavaScript par contre, vous auriez eu besoin de mettre en quelque part genre float X, float Y ou int X, bref, déclarer les membres. Ici, je n'ai pas eu besoin de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Le init n'est pas spécial en soi, c'est juste que un objet en Python, sans entrer dans les détails, c'est essentiellement un dictionnaire d'attributs et de méthodes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je peux ajouter des membres. Hein, ici, je peux ajouter des attributs à mon objet quand ça me tente. Mettons que je ne parle même pas d'un point 2D, là, je parle juste d'un class, mettons, my class comme ça, puis je fais pass. Autrement dit, j'ai une classe vide. Ce que je peux faire, c'est par exemple foo égale myClass. C'est comme ça que j'alloue un objet de type myClass puis je le construis. Fait que là, j'ai mis dans foo. Là, je préfère, mettons, print type foo. Si je fais ça, ça me dit que foo est de type myClass. Fait que là, on remarque qu'ici, on a le nom d'un truc, point, le nom de la classe. Ça ici, c'est le nom du module. Or, étant donné que je suis dans mon main, ben, mon module s'appelle main. Là, je pourrais faire, mettons, foo.m1 égale 42. Foo.m2 égale hello. Foo.m3 égale 69. Peu importe. Je peux rajouter des éléments on the fly, des attributs on the fly à ma classe, à mon objet. Puis remarquez qu'il y a juste l'objet foo qui va avoir des membres M1, M2, M3. Ou les attributs ou les propriétés, comme vous préférez les appeler. En Python, généralement, on les appelle des variables de classe. Variables d'instance, pardon. Là, ici, je peux faire, mettons, print foo.m1, puis ça va m'afficher 42, en effet, ici. Mais mettons que je crée un bar égale myClass, puis que je fais print bar.m1 aussi. Ah, là, ça me dit myClass n'a pas d'attribut M1. Mais pourtant, je l'ai mis à foo. Oui, c'est parce que j'ai juste changé les propriétés qu'il y a dans foo. J'ai juste changé les attributs qu'il y a dans foo, pas ceux qu'il y a dans bar. Fait que c'est pour ça qu'ici, il me dit, ben, bar, il n'y a pas de M1. Sachant cela, quand on fait nos initialisations ici dans le init, là, ce que je viens de faire là, c'est pas différent de ce que je viens de faire là. Je viens d'ajouter on the fly des attributs à mon objet. C'est juste que là, je les ai faits le plus tôt possible, c'est-à-dire dans l'initialisation. C'est une façon de faire pour avoir des attributs. En fait, c'est la façon la plus simple. C'est tout simplement les mettre directement dans ma classe, dans mon init. Comme ça, je les ajoute on the fly, mais le plus tôt possible. Je n'aurais pas pu les ajouter plus tôt que ça. Mais ça ne m'empêche pas. Notons que je prends cooks égale .2d. Fait que là, ici, je vais juste enlever ça. Point 2D. Puis là, ben, je peux y mettre un X, un Y. Fait que je vais mettre, mettons, 1 et 2. Si je fais print cooks, ça a appelé son str. Comme vous avez vu dans les notes de cours, c'est à ça essentiellement que ça sert. OK. Je pourrais aussi faire cooks.x ici égale 42. Si je refais ça, en effet, ça me donne 42 dans x. Je pourrais décider d'y rajouter un z. Z égale un autre truc.
Le Z n'apparaît pas dans le str parce que str ne le traite pas, mais si je l'affiche manuellement, .z, ben là maintenant, cooks, qui est un objet de type .2D, est rendu avec un Z. Quand je vous dis ce qu'on met ici dans le init, si on le fait de cette façon-là, c'est pas différent de si on le fait on the fly dans le main. Maintenant, en programmation orientée objet en général, donc ceux encore là qui connaissent d'autres langages, vont pas trop aimer le fait que ici, dans mon main, à l'extérieur de ma classe, je manipule directement les attributs. Hein? Dans pas mal tous les langages, on essaye d'avoir un concept d'attributs privés puis public, avoir des attributs privés, une interface publique. Typiquement, la façon de faire, c'est d'avoir des getters et des setters, c'est-à-dire des fonctions qui nous permettent d'obtenir la valeur d'un attribut et de la changer. Fait que si j'utilisais ça de façon comme bête, là, sans penser à qu'est-ce qu'est la façon pythonique de le faire, mettons que je le fais comme si j'étais en Java. Bon. Ben d'abord, en Java, je voudrais que mes attributs soient privés. Hein, mes variables de classe, mes variables d'instance, pardon, soient privées. En Python, il n'y a pas vraiment façon de mettre des choses privées parce que, comme les fondateurs de Python puis les gens qui travaillent dessus aiment bien dire, c'est un langage d'adultes consentants. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment empêcher le monde de briser notre code, mais on essaye de montrer qu'il y a des façons qu'il faut l'utiliser, puis il y a des façons dont il ne faut pas l'utiliser. Ceci étant dit, on peut quand même mettre un double underscore devant nos variables comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne les rend pas privées comme telles, elles sont encore accessibles, c'est juste que ça va changer leur nom interne pour qu'elles deviennent propres à la classe. Fait que si je fais self.x, self.y, puis que là, j'essaye d'afficher, mettons, cooks.x, il me dit cooks n'a pas d'attribut x. Fait que là, on pourrait se dire, ah, c'est parfait, c'est parce que maintenant, il est privé, j'y ai plus accès. Non, 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 il est encore là. Si on regarde dans mes membres, c'est juste que maintenant, au lieu de s'appeler juste x, il s'appelle .2d, dunder, en passant un underscore, c'est une barre en bas, un double underscore, c'est deux barres en bas, et la façon commune de dire un double underscore, plutôt que de le dire au long, c'est de dire un dunder, c'est double under. Fait que vous voyez que c'est under .2d dunder x, right? Il est encore accessible. Je peux y accéder directement puis l'afficher. Hein, il est là, 1. C'est juste que maintenant, il y a un nom qui est propre à la classe. Fait que ça, pour aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose de le savoir, mais plus tard, quand on va faire de l'héritage, là, ça va être important. Parce que ça fait que maintenant, les membres sont propres à chaque classe. OK. Fait que là, j'ai mis, à toute fin pratique, j'ai mis mes membres privés. On va dire que c'est ça que j'ai fait. Là, je vais avoir des getters et des setters. Fait que qu'est-ce que je ferais si j'étais, mettons, en Java ou en C#? C'est... Je ferais, mettons, getX, puis self, parce que c'est une méthode. Puis je ferais, mettons, returnX. Puis la même affaire, je ferais un def setX, self, puis là, je mettrais, mettons, la nouvelle valeur de x. Self.dunder x égale val. Je ferai la même chose pour y. Y et Y. Fait que là maintenant, je voudrais plus accéder, tu sais, je peux y accéder à travers le nom complet qui est manglé, mais ça me tente pas. C'est pas une super bonne façon de faire. Mais là, je peux faire, mettons, getX avec cooks. Cooks qui est un point 2D à... oups. Pardon. Oh, right, ici. Le return self.x. Je sais pas pourquoi j'ai écrit une niaiserie pareille.
Nombre d'erreurs plus 1, c'est fait. OK. Donc, maintenant, quand je veux accéder à x, je fais get x. Puis si je veux changer x, cooks.setx42. Là, je peux encore l'afficher. Puis là, je pourrais même afficher cooks directement. Là, ça devrait me donner 42.2. As no attribute x. En effet, parce que ici. Oh, right, dans mon str ici. Ah, ben tiens, c'est une bonne façon d'en parler. Si j'étais encore là dans un langage orienté objet autre que le Python, fait que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas la façon pythonique, c'est la façon générique des langages orientés objet. Vous allez voir que le Python est un peu différent. Là, j'aurais deux façons d'utiliser à l'interne la variable x. Soit je m'en sers directement comme ça, un peu de la façon que je l'ai faite ici, ou je peux me servir à l'intérieur de ma classe de mes méthodes. Il y en a une qui est plus facile, qui a l'air d'être plus simple, il y en a une qui est un peu plus robuste. Je vais me servir de mes méthodes, de mes accessoires directement dans ma classe, même si en réalité, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà accès au monde privé. Fait que je ferai, mettons, getX et getY. Comme ça. À l'intérieur de mon str ici. Fait que là, maintenant, j'ai 42.2. Ça va. Là, vous pourriez dire, hey, c'est un petit peu verbeux là, ce que tu viens de faire là, de mettre un getter et un setter pour chacune de tes propriétés. Oui, mais c'est pas mal toujours ce concept-là qu'on doit faire dans un langage ou dans un autre. En C#, il y a moyen de les générer automatiquement. En Java, je suis pas sûr, puis en C++, non. Le point étant que généralement, on va avoir nos attributs privés, les données vont être privées, les actions vont être publiques. Fait que plutôt que de dire la donnée X est publique, puis je m'en sers directement, puis je la modifie directement, elle est privée, puis les actions que je peux faire, c'est l'obtenir ou la changer. Puis ce que ça me permet de faire, c'est qu'il y aurait des attributs que je pourrais dire qui ne sont pas modifiables à l'extérieur de la classe. Fait que si j'ai, par exemple, self. Je sais pas moi, name, par exemple, puis là, je pourrais faire, je pourrais mettre un troisième argument ici qui est name, puis je pourrais l'appeler comme je veux. Ben là, il faudrait que je me fasse un getter pour name pour être capable de m'en servir à l'extérieur. Mais mettons que je dis, je veux pas être capable de changer le nom une fois que la classe est créée, ou du moins pas être capable de le changer à l'externe, ben c'est là que je ferais juste un getName self, dans lequel je retourne mon nom. Puis je mets pas de setter. Fait que si je mets pas de setter, je peux pas le modifier. Les classes à l'extérieur, les trucs qui sont à l'extérieur de ma classe ne peuvent pas modifier la valeur de name. Ça, c'est un concept général d'encapsulation. Fait qu'on en parlait au début, l'encapsulation, c'est ça. On essaye de mettre le plus possible les données privées et les actions publiques. OK, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas la façon pythonique de faire. En Python, puis vous avez probablement remarqué en vous servant de la librairie standard, puis en vous servant de d'autres trucs, puis de d'autres librairies, que généralement, en Python, les attributs sont exposés. Donc, l'exemple qu'on avait fait la semaine passée, vous vous rappelez, quand on voulait obtenir la taille d'un tableau NumPy, on faisait le tableau .16. Hein? Fait que mettons que j'avais un tableau NumPy qui était genre un, je sais pas moi, un np.linspace quelque chose. Si je voulais obtenir sa taille, je faisais tab.size. Je faisais pas un getSize, je faisais pas un .length comme une méthode, je faisais directement accéder à l'attribut. C'est parce que ça, en Python, c'est la façon correcte de faire. Donc, contrairement à beaucoup d'autres langages, la convention en Python est que on expose les attributs publiquement, mais on peut changer les actions qui sont faites quand on y accède. Comment on fait ça? Puis ça, je sais que vous ne l'avez pas dans vos notes de cours, c'est pour ça que je fais une grosse explication tout de suite. C'est en utilisant ce qu'on appelle les propriétés en Python.
Et les propriétés s'utilisent à l'aide de décorateurs. Donc les décorateurs, c'est les petits A commercial, un truc qu'on met avant une méthode ou qu'on met avant une classe. Fait que là, j'ai mon point 2D ici. Puis là, c'est mon point 2D, là, c'est genre un point 2D pas bon, là. Ça, c'est genre... No good Python, là. Hein? Ce 2D-là. Mettons que je veux refaire la même chose, mais de la bonne façon. Ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Fait que j'aurais ma classe. Fait que je vais l'appeler point 2D. Je pourrais avoir mon init encore là de la même façon. Fait que j'aurais mon X, mon Y, mon nom. Tu sais, je vais garder le nom pour le fun. Fait que je peux le garder comme ça. Puis là, plutôt que de mettre des getters et des setters, je vais utiliser ce qu'on appelle des propriétés. Fait que pour définir ma propriété X, je fais un @property. Je définis une méthode qui a le nom de la propriété que je veux. Fait que mon X, ça va s'appeler X. Puis ça, cette méthode-là, c'est ma méthode d'accès. Or, qu'est-ce qu'elle fait, ma méthode d'accès? Elle fait getX, donc elle fait la même chose que j'ai ici. Self-X comme ça. OK. OK. Mettons que je veux faire le setter. Qu'est-ce que je fais? Je fais la propriété, donc dans mon cas, la propriété c'est X, point setter. Je définis une méthode qui a la même signature que j'ai mis là, c'est-à-dire le self, parce que quand on a une méthode, on a toujours le self comme premier paramètre, puis ensuite une valeur qui va être affectée. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Self.x égale var. Donc j'ai fait exactement la même chose que mon getX setX, mais avec une propriété. Puis comment je m'en sers une fois que j'ai ça? Donc, si je fais mon foo.2d no good Python, puis je fais, mettons, 10 et 20, puis mon nom, par exemple, je vais l'appeler foo. Puis là, je peux faire la même chose avec un point 2D. Puis je vais l'appeler bar, celui-là, par exemple. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas compiler parce que j'ai fait une erreur en quelque part, mais c'est correct. On va les régler quand on va y être. En fait, on va laisser tout de suite. No, it's not defined. En effet. 2D, point 2D. Vous voyez, je suis tellement dyslexique quand j'écris du code, là, c'est même pas possible. Même pas possible. Fait que là, si je veux, mettons, accéder au membre X de foo, ben, je fais foo.getX. Right? Ça, on vient de le voir. Si je veux accéder à bar.x, je ferais bar.x, tout simplement. Mais quand je fais bar.x, là, j'accède pas directement à ce x-là. Non, non, non. Ça appelle la méthode ici, qui est finalement un getter, mais ça l'emballe dans une syntaxe qui ressemble à un accès direct à un attribut. Puis si je veux changer la valeur, fait que mettons je veux changer la valeur de x pour foo, je fais foo.setx42. Ben, si je veux le faire avec bar qui utilise une propriété, je fais bar.x égale 42. Mais ici, en faisant x égale 42, je ne suis pas en train d'accéder au membre x de point 2D. J'appelle son setter, puis son setter, qu'est-ce qu'il y a comme argument? Val, ici, ça va être 42. Si je mets un breakpoint à l'intérieur de setter, comme ça, puis que je débug, oups. J'ai oublié de mettre le... Oh, yeah, ici. J'ai fait l'erreur. Encore. Ici,
la méthode, quand vous avez votre propriété, le nom de la propriété pour les deux. Fait que là, vous avez l'impression, ouais, mais là, je suis en train de définir deux méthodes différentes qui ont le même nom. Est-ce que ça va faire un overloading? Non. Le décorateur property ici va gérer ça pour vous. Vous devez avoir le nom de votre propriété comme nom de la méthode. Fait que je recommence. Là, vous voyez, ici, en essayant d'aller dans x égale 42, plutôt que de juste affecter 42 à x, c'est rentrer dans ma méthode, ici, mon setter de x. Puis là, val, ben val est égal à 42. Mettons que je faisais plus égal 42. Pardon, plus égal 42. Le compilateur, ben l'interpréteur plutôt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interpréter ça comme bar.x égale bar.x plus 42. Puis ce que ça fait, c'est que mon setter va être appelé avec, dans mon cas, ça va être 52. Fait que si j'essaye ça, je débug, j'atteins mon breakpoint, je vais à l'intérieur. Vous voyez, il a accédé une fois à x, fait qu'il a fait un get dessus, justement pour être capable de faire l'addition. Fait qu'encore là, il utilise le get. Si je rentre dedans encore une autre fois, on voit que la valeur est 52. Fait que ça fait un get, puis ensuite ça fait un set. Ça, c'est la façon pythonique d'avoir des attributs en Python. Quand vous faites le add property, ce que vous êtes en train de définir, c'est le getter de votre attribut. Fait qu'une propriété a toujours un getter. Fait que si vous avez besoin d'une propriété qui est interne, hein, quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir une interface publique, alors vous pourriez directement l'appeler X puis vous en servir directement comme X à l'intérieur de votre code. Mais si vous avez besoin de l'exposer, c'est mieux de l'exposer à travers une propriété. Puis quand vous faites le add property, ce que vous êtes en train de définir, c'est le getter. Pour ensuite définir le setter, vous faites le nom de la propriété, fait que dans mon cas, c'était X. Point setter, ça met le setter. Puis il y en a un autre qui est le deleter, ou le point del, où j'oublie exactement comment il s'appelle, mais celui qui doit être rappelé quand vous effacez la valeur. Ça ne va pas être notre cas pour aujourd'hui, on va garder ça simple. Fait que ouais, pour définir une propriété, on commence par définir son setter. Fait que ça, c'est toujours définir son getter, pardon. Ça, c'est toujours la méthode de getter. Puis ça, ensuite, optionnellement, on peut mettre un setter. Fait que là, je vais répéter mon code ici pour Y. Fait que je vais remplacer pour Y ici. Puis là, je vais mettre ma propriété du nom. Right? Ma propriété du nom, moi, j'avais décidé, hey, je voudrais qu'elle ne soit pas modifiable publiquement. Fait que je fais mon property. Def name, je vais l'appeler name, self. Fait que ça, je suis en train de définir mon getter. C'est pour ça que j'ai pas de deuxième attribut. Puis là, je fais un return du nom. Je mets pas de setter. Si je mets pas de setter, puis j'essaye d'affecter, il va lancer une exception. Non, c'est toujours le property, la méthode property qui définit la propriété doit être le getter. Puis ensuite, pour définir le setter, il faut mettre le mot spécial setter. Donc, c'est important de mettre setter. C'est comme ça que l'interpréteur va savoir que ce que vous essayez de changer, c'est ici, là, comme ça, la syntaxe d'affectation. Fait que le point setter, c'est l'affectation, puis le getter, c'est juste l'accès. OK, fait que là, j'ai un getter, un setter pour X et pour Y respectivement, mais j'ai pas de setter pour name. Fait que là, mon code, il fonctionne encore. Là. Mon code est encore bon, il n'y a pas de problème. Je peux faire print bar.name comme ça. Puis là, tant qu'à y être, je pourrais décider de mettre un str à l'intérieur de mon point 2D. Puis là, plutôt que d'être getX, ben, je peux faire directement X. Fait que je pourrais utiliser le dunderX, mais c'est mieux même à l'intérieur de la classe, autre que dans le init, d'utiliser
les getters et les setters. On va utiliser le setter si on n'en a pas défini puis on veut le changer à l'interne. Pour l'instant, on va juste se servir de ça. Fait que si je veux afficher mon X puis mon Y, ben, je ferai self, X, Y comme ça. Puis, mettons que je veux mettre mon nom, ben, ça va être self.name, comme ça, avec, mettons, 2 points. T'sais, vous comprenez, pour que ça fasse mon nom X, Y. C'est quelque chose de même. OK. Fait que mettons que je fais print bar. Print bar, ça fait bar 2 points. C'est bon. Si je veux changer le nom de bar, si je fais bar.name, si je fais print bar.name, ça va m'afficher son nom. C'est de la même façon que ça le fait avec X. Puis j'essaye de changer son nom comme ça. Donc faire l'affectation. Ça, en théorie, étant donné que c'est une propriété, ça devrait appeler le setter. Mais le setter n'existe pas. Donc qu'est-ce qui va arriver? Il me dit bar.name égale hello, ça me lance un attribute error. Donc le attribute error, c'est ça qui me dit finalement que j'ai pas le droit de changer cette propriété-là. Fait que c'est pas mal ça pour des propriétés. Il y a d'autres choses qu'on peut savoir par rapport à ça, mais mettons pour les besoins d'aujourd'hui, on comprend que c'est la façon pythonique de faire, et c'est donc comme ça qu'on va faire pour le reste de la session. Maintenant, est-ce que c'est toujours comme ça qu'on va le faire dans l'examen? Peut-être pas. Est-ce que c'est comme ça que vos chargés de TP vont le faire? Je le sais pas. Mais mettons que ça, c'est la façon la plus acceptée. Si vous faites un getX, un getY, vous n'allez pas aller en prison, là, mais les gens qui connaissent très bien le Python risquent de ne pas vous aimer énormément, ou du moins de vous juger. Fait que apprenez à vous servir des propriétés. Fait que ça, c'était pour les bases des propriétés en Python. Donc, comment on va mettre nos attributs dans notre classe plutôt que de les encapsuler à la façon Java ou à la façon C++. Ça, d'ailleurs, ce concept-là se retrouve en C#, si je ne me trompe pas. Probablement que quelqu'un dans le chat qui connaît le C# pourrait me corriger, mais je suis pas mal sûr que C# a justement les getters, setters fonctionnels générés automatiquement ou pas pour les propriétés. OK, donc allons dans l'exercice d'aujourd'hui. On va commencer par le lire. Ensuite, on va, dépendamment si on a le temps ou pas, on va prendre une pause ou on va essayer de faire un numéro, puis après ça, on va continuer. Donc, le but du travail aujourd'hui, c'est de faire un... Même pas un jeu, mais juste comme la base d'un jeu, juste pour avoir les personnages, pour être capable d'exécuter un combat. Ce ne sera pas interactif parce que à un moment donné, on ne va pas être là pendant 10 heures à programmer l'interaction avec l'utilisateur, mais on va être capable de simuler un combat entre deux personnages qui ont certains attributs, qui ont une arme, qui ont certaines stats d'attaque, etc. Avant de parler du personnage, parlons d'une arme. Donc, qu'est-ce qu'une arme? Donc, quelque chose qu'un personnage tient pour être capable d'attaquer un autre personnage. Ça possède un nom, donc une arme a un nom, c'est un objet dans le jeu, puis à peu près tous les objets dans un jeu vont avoir un nom, incluant les personnages. Un niveau d'attaque, donc un niveau de puissance qui représente à quel point l'arme est forte par elle-même, et feature qu'on voit dans à peu près tous les jeux qui ont un système de niveau, un niveau minimal pour être capable d'utiliser l'arme, pour pas que un personnage qui vient d'être créé au tout début du jeu puisse utiliser une arme qui vient de la fin du jeu, qui est super overpowered pour le début. Fait que jusqu'à présent, n'importe qui a joué à, que ce soit Final Fantasy ou n'importe quoi, ou un roguelike, connaît tous ces concepts-là. Ça devrait pas vous confondre. Fait que je vais aller dans mon game.py. Fait que vous avez remarqué que j'ai pas tout mis dans exercice.py, j'ai mis ça dans game.py. Fait que j'ai mon module jeu qui contient mes classes. Ah, vous voyez, j'ai déjà mis de la documentation. Puis qu'est-ce qu'elle a, ma documentation ici? C'est une description de la classe. Puis typiquement, quand vous définissez les paramètres ici, là, hein, ça, on remarque que j'ai fait comme si je documentais une fonction avec ces paramètres. Ben, c'est parce que ces paramètres-là, ça doit être les paramètres de la fonction init, donc de la méthode init.
Je me suis mis une variable de classe unarmed power, autrement dit, c'est quoi la puissance de l'arme nulle, autrement dit des points, ou les dents, ou les griffes, peu importe. On ne juge pas sur la nature, sur l'espèce de nos personnages. Puis là, je pourrais faire mon init. Fait en faisant mon init, ici, ce que je devrais y mettre, c'est les paramètres que j'ai ici. Fait que les paramètres que je documente là, c'est les paramètres de mon init. Fait que je mets mon self, comme toujours. Je mets, mettons, le nom de mon arme. Je mets sa puissance. Je mets son niveau minimal. Ah, mais attention, hein, sont calculés d'une certaine... Il y a toute une formule là, pour calculer le dommage. On va y arriver. Est-ce que j'aurais besoin d'utiliser une formule compliquée comme ça? Non, mais ça nous fait pratiquer notre programmation. Donc, c'est pas une mauvaise chose. OK. Fait que je ferai, mettons, mon self.name. Oh, attends, j'ai-tu envie d'utiliser des propriétés ou j'ai envie de juste m'en servir directement? Je vais aller regarder dans le README. Qu'est-ce qu'on me dit? Le nom ne peut pas être changé. OK, fait que j'aurais besoin d'avoir un getter-setter pour la puissance puis le niveau minimal. Hein, par exemple, si j'upgrade mon arme, sa puissance puis son niveau minimal vont typiquement changer. Mais son nom ne va pas changer. En tout cas, dans le cas de notre jeu, on va dire qu'il ne change pas pour les biens d'exercice. Fait que avant de trop travailler dans mon init, là, je vais commencer par définir mes propriétés. Donc, property, je vais commencer par mon nom. Puis là, je ferai, mettons, return self.nom, comme ça, donc name. OK. Je dis qu'il ne doit pas être changé, donc je vais nécessairement pas mettre de setter pour aller avec. Puis ensuite, pour le pouvoir puis la puissance minimale, ben là, j'aurais plusieurs façons de faire. Comme je vous dis, en Python, c'est pas une mauvaise pratique d'exposer directement vos attributs. Hein, j'ai parlé de l'encapsulation avec les propriétés, tout ça, c'est nice, les propriétés, mais c'est pas obligatoire. C'est bien correct en Python, il n'y a personne qui va vous taper les doigts si vous exposez directement vos attributs publics. C'est juste que si vous avez besoin d'encapsuler ça un peu plus, propriété est la bonne façon de faire. Mais, mettons que, étant donné que j'ai juste nom qui a besoin d'avoir comme une forme spéciale, hein, qui a besoin d'être encapsulé, étant donné que je ne veux pas qu'il soit modifiable, mais que les autres sont corrects, je vais dire que power puis min level, je ne les définis pas comme des propriétés, je vais juste les exposer publiquement, puis ça va être correct. Fait qu'ici, je ne vais pas me mettre d'autres propriétés pour ça. Donc, mettons self.name va être égal à name. Puis ensuite, ben, pour power puis min level, je vais les exposer publiquement directement, comme ça. Avec la même façon que je fais pour n'importe quel objet. C'est correct. On n'est pas obligé de tout encapsuler en Python. Comme je vous dis, c'est un langage d'adulte consentant. Donc on n'essaye pas de tout rendre privé puis de tout encapsuler toujours quand c'est pas nécessaire. Fait que là, maintenant, une fois que j'ai ça, ben là, je serais capable de me créer une arme, en théorie, égale weapon, puis là, je pourrais lui donner un nom. Je pourrais lui donner une puissance, fait qu'on va dire, mettons, 40. Puis un niveau minimal, on va dire 10. Ah ouais, il y a encore mon hello qui est là parce que mon bar n'a pas le droit d'être affecté. Puis là, bien sûr, ça marche. Fait que là, ce que je pourrais faire pour afficher weapon, parce que vous avez remarqué que j'ai pas mis de string, c'est correct. On n'a pas besoin pour aujourd'hui. Donc, weapon1.name, par exemple, ou .power, .minLevel. J'ai accès à tout. Fait que quand je fais le .name, ça va utiliser le getter, parce que je l'ai défini comme propriété. Pour le power puis le min level, ça accède à l'attribut directement. OK. OK. Puis là, c'est quoi l'autre affaire qu'on veut? On veut une méthode de classe makeUnarmed qui construit un weapon nommé unarmed avec une puissance de 20. Autrement dit, les points,
ou les griffes, whatever, les mains vides, c'est une arme, ça peut faire du dégât. Dans beaucoup de jeux, on peut taper avec nos poings, même si ça ne fait pas énormément de dégâts. Ben ça, plutôt que d'avoir des ifs partout dans le code, on va les définir comme une arme. Fait que les points, c'est une arme comme une autre. C'est juste qu'on les traite de façon un peu spéciale. Ou plutôt, on le construit de façon spéciale. Donc, je veux avoir une variable de classe. Ici, j'ai une variable de classe que je définis comme une constante qui me dit c'est quoi la puissance que les points doivent avoir, que l'arme vide doit avoir. Mais comment je définis une méthode de classe? Je reviens à point, par exemple. Mettons que je veux définir point à partir d'une liste. Ici, point, je l'ai défini à partir de XY. On ne peut pas overloader le init. Fait que pour ceux qui savent c'est quoi de l'overload, on ne peut pas faire ça avec le init. En fait, on ne peut pas vraiment faire ça en Python en général pour les classes. Le init, il y en a un seul, puis c'est généralement celui qui est le plus proche de la représentation interne. Donc, on ne fait pas trop d'opérations dans notre init le plus possible. Si je veux construire un point 2D à partir d'une liste, par exemple, j'ai une liste de 2 éléments ou j'ai un numpy array de 2 éléments, etc., je devrais m'ajouter une méthode de classe qui me permet de faire la conversion. Puis comment je fais ça, une méthode de classe? Plusieurs façons de faire. Je peux soit la définir directement. Fait que, mettons, je vais appeler ça from list. Donc, from list, puis là, je l'appellerai L comme ça. Puis ça ferait, mettons, return point 2D L0 L1. Autrement dit, mon X, mon Y, puis le nom, ben, il va garder son nom par défaut, on s'en fout. Là, vous avez remarqué que je n'ai pas mis mon self. Si j'utilise FromList ici, mais plutôt que de faire un objet, c'est une instance .FromList, je fais le nom de la classe elle-même .FromList. Fait qu'ici, mettons que je me dis, je retourne à mon exemple au début, mon bar, je ferais, mettons, .2D, .FromList, puis là, ben, je pourrais mettre 1, 2. Je préfère, mettons, print bar.x, mettons, puis bar.y. Ou je pourrais juste faire print.bar. Print bar. Ah, là, vous voyez, mon bar s'est construit, ma méthode s'est appelée, mais je n'avais pas de self. Pourquoi? D'où il sort le self, c'est que si vous faites une instance point une fonction, il va implicitement passer la variable de l'instance comme premier paramètre de la méthode. Toutefois, si vous appelez une méthode à partir du nom de la classe et non pas du nom d'une instance, il n'y aura pas de self, donc il ne va pas passer implicitement le premier paramètre. C'est pour ça qu'ici, il fait juste passer les paramètres directement. Ça, c'est la façon toute bête de définir des classes, des variables et des méthodes de classe. Il y a moyen d'être un petit peu plus spécifique avec ça. Donc encore là, avec des décorateurs, comme ici j'ai mis mon property pour définir ma propriété nom, je peux définir mes variables, mes méthodes de classe avec soit at class method ou at static method. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que si je fais un at class method, comme les méthodes ils ont un self passé implicitement, ben class method va avoir le nom de la classe, ou plutôt l'objet de la classe défini passé implicitement. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ici, plutôt que d'utiliser le nom .2D, je peux utiliser le nom qui est passé en paramètre. Fait que ça, ce serait ma classe pour définir, ma méthode, pardon, pour définir un .2D à partir d'une liste. Mon utilisation ne va pas avoir changé ici. Si je réexécute ça,
c'est encore la même utilisation, le nom de la classe .FromList. C'est juste que là, il va me passer implicitement le nom de la classe. Ça va être pratique quand on a besoin de définir une méthode de classe qui fait la construction de l'objet. Donc là, ici, clairement, que ce que je veux, c'est quelque chose qui va construire un point 2D à partir d'une série d'arguments qui, dans ce cas-ci, est juste une liste. Dans ce cas-ci, c'est pratique de passer la classe à cause que plus tard, il y a de l'héritage qui rentre là-dedans, puis ça permet de faire les choses comme il faut. Si j'utilise static method, j'enlève ça ici, donc j'ai plus accès en paramétrer au nom de la classe, donc j'utiliserai .2d directement. Fait que static method, c'est plus quand on a besoin de faire des actions qui ne sont pas liées à une instance en particulier. Donc, je sais pas moi, mettons que j'avais des contraintes globales sur mes points, puis je voulais retourner, ou mettons que je sais pas encore comment faire de l'overload d'opérateur, puis je veux retourner l'addition entre deux points, mais je pourrais me faire une méthode statique qui est, mettons, add, qui serait 1.1 et 1.2, puis qui retournerait l'addition entre les deux, par exemple. Donc, ce serait .p1.x plus p2.y. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Non. On va clairement utiliser de l'overload d'opérateur, mais mettons qu'on ne sait pas que ça existe, ce qui est le cas pour aujourd'hui, parce qu'on n'en fait pas, on va en faire jeudi. Donc, p1.y, ici, pardon, .x, p1.y, plus p2.y. Ça serait, mettons, ma méthode statique. Puis ma méthode de classe pour construire, ben, ce serait comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire def from list, ici. Puis là, je passe le nom de ma classe, je passe ma liste, .2d. Pas besoin de l'utiliser directement, je peux utiliser classe. Fait que mettons L0, L1, comme ça. J'exécute ça. C'est beau, ça marche encore. Puis si je veux construire, mettons que je veux additionner deux points. Fait que si j'additionne fou et bar, ça devrait me donner 11 et 22. .2d.add fou et bar. Oh yeah, fou c'est un bubble. Pardon. C'est comme ça. Donc, 11 et 22. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est subtil la différence entre les deux. Ça dépend du contexte d'utilisation, mais ça, c'est la différence entre une class method et une static method. Maintenant, sachant cela, ici, to do, make, unarmed. En utilisant ce qu'on vient de faire ici, est-ce que vous êtes capable de, ici, faire le make unarmed? Donc, on se laisse, mettons, 2 minutes. Je sais que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là-dessus. On fait ça vite, puis après ça, on prend une pause.
OK. Fait qu'on essaye ça vite, vite. Donc, étant donné qu'ici, je veux construire un objet de type weapon, probablement qu'une class method serait plus appropriée. Hein, fait que je ferais, mettons, class method. Parce que je veux, c'est pas vraiment une action, je veux faire une création. Puis généralement, quand on veut faire des fonctions de création d'objets, de l'objet de la classe même, on va utiliser class method. Fait que je vais faire class method, je vais définir, puis là je fais make unarmed. Étant donné que c'est un class method, nécessairement, le premier paramètre, c'est le nom de la classe. Puis ensuite, est-ce que j'ai besoin de d'autres paramètres? Non. Moi, ce que je veux, c'est... Je sais déjà ce que j'ai besoin de mettre, j'ai rien à paramétrer. Je sais qu'il doit s'appeler unarmed, qu'il y a une puissance de 20, puis qu'il y a un niveau minimum de 1, c'est écrit dans la consigne ici. Fait que je vais faire ça tout simplement. Donc, je me crée... Fait que ici, pas d'autres paramètres. Fait qu'un return class. Fait que j'utilise pas weapon directement. Je suis mieux d'utiliser le paramètre. C'est pour ça qu'il est là. Puis là, ben, mon nom, ben, je sais que ça doit être unarmed. Mon power, c'est la constante que j'ai ici. Comment je me sers de la constante quand j'ai une variable de classe? Je m'en sers pas directement comme ça. Fait que ça, encore là, ceux qui savent programmer dans d'autres langages savent que les variables statiques, on s'en sert directement comme ça. En Python, il faut dire c'est quoi le nom de la classe. Fait que, ici, je fais ma classe.unarmedPower. Puis ensuite, mon niveau minimal, ben, j'avais dit que c'était 1. Fait que une fois que j'ai fait ça, fait que ici, voyez-vous, je m'étais créé un weapon comme ça. Mettons que je veux au lieu que ce soit un weapon créé à la main, je veux que weapon 1, ce soit égal. Là, je fais weapon.makeUnarmed. Je vais commenter ce qui est ici. Il s'appelle unarmed. Il y a une puissance de 20. Il y a un niveau minimal de 1. Fait que c'est comme ça que je me sers des méthodes de classe. Voyez-vous ici, j'ai pas eu besoin de mettre que la classe c'est weapon. Elle est passée implicitement. Puis juste pour être clair, l'attribut class qui est ici, c'est pas le nom comme une string, c'est vraiment la classe elle-même. C'est pour ça que je fais classe point directement ce que j'ai besoin d'accéder. Je m'en sers ici comme je me serais servi de weapon directement. Fait que c'est vraiment un objet de type classe. Les types peuvent être des objets en Python, c'est un peu weird. Faites juste vous rappeler que vous en servez comme si vous serviez directement de la classe. OK, fait que c'est pas mal ça qu'il y avait à dire pour weapon. On va prendre une pause, puis en revenant de la pause, on va faire le reste, c'est-à-dire character, donc dans lequel on va actually faire notre personnage. Puis ben ici, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais au pire, je vais juste copier-coller le code, puis on va voir qu'est-ce que ça donne une fois qu'on simule une bataille entre deux personnages. Donc, on prend une pause de 10 minutes. Puis on revient tantôt. Ouais, une minute, là, faut que j'apporte la musique. Il fallait juste que je mette l'écran qui est là.
Nous sommes de retour, oui. Donc, la musique, je sais pas, ça me tentait de mettre de la musique de Kirby aujourd'hui. Ça me tentait pas de mettre de la vraie musique. Tellement joyeuse cette tune-là. Ah, quelque chose de même, right? I mean, je veux dire, c'est un loop de genre 1 minute et demie, là. C'est pas vraiment une pièce, là, on s'entend. Ah, j'ai-tu oublié de patcher mon piano? Oh yeah, mon piano était pas patché. Il me semble que c'est ça le thème. J'ai l'impression que c'est ça. Anyway. Ok, donc, une fois qu'on a nos armes, ben c'est parfait. Maintenant, on peut commencer à se taper dessus. Mais pour se taper dessus, il faut qu'on ait nos personnages. Donc, hein, dans un RPG, swords don't kill people, people kill people. Hein, c'est toujours ça qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, faisons notre personnage pour être capable ensuite de se taper dessus avec joie. Donc, qu'est-ce qu'un personnage? Bon, vous reconnaissez le modèle le plus de base possible, c'est-à-dire on a un nom, on a le max HP, on a des points d'attaque, des points de défense, un niveau, une arme et les hit points qui nous restent. OK. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit quelque chose de plus? Non. Mettons, on va dire que comme pour les armes, on ne peut pas changer notre nom parce que ça se pourrait qu'on se serve du nom comme étant un identifiant. Fait que dans ce cas-ci, on ne voudrait pas changer le nom d'un personnage. OK. Ensuite, match XP, attaque, tout ça. Ouais. C'est quoi que j'aurais besoin d'autre qu'on pourrait avoir? OK, on va y penser. J'ai peut-être pas mis assez d'informations dans le README ici, fait que je vais en rajouter d'autres et juste là. Donc, mettons, on ne peut pas changer de nom. Donc, le nom du personnage, on ne peut pas le changer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait logique? Quand je bâtis mon personnage, bon, une fois que j'initialise mon personnage, on se dit sa vie devrait être au maximum. Tu sais, je viens de le créer, je viens de l'initialiser, fait qu'on va se dire sa vie devrait être au maximum. Fait que je devrais pas avoir besoin d'initialiser sa vie. Fait que ici, les HP restants, on pourrait dire initialiser à max HP. Hein, quand je commence mon personnage avec sa vie au complet, ça simplifie les choses. OK. Quoi d'autre? Si on change ici sa valeur, que je vais mettre, mettons, ici comme ça. Elle reste entre 0 et max HP. En effet, dans notre jeu, là, pour être sûr de rien briser, on va s'attendre à ce qu'à chaque fois qu'on modifie les hit points d'un personnage, ça reste clampé entre 0 et max HP. Fait que ça ne devient pas négatif, puis ça ne va pas au-dessus de son maximal. Fait que si je veux aller au-dessus du maximum, en réalité, il faudrait que je change le maximum. Hein, ça va garder les choses simples. Puis l'arme, qu'est-ce que je peux faire avec l'arme? Ben, quelque chose qui aurait du sens, c'est que, mettons que j'affecte none à l'arme d'un personnage. Autrement dit, je lui dis, t'as pas d'arme. Mais en réalité, si t'as pas d'arme, ça veut dire que tu dois utiliser tes points. Or, on a une arme qui sert à ça. Donc, l'arme utilisée par personnage, si
on lui affecte none, c'est l'arme vide. Autrement dit, le unarmed comme ça. Je pense que j'avais peut-être pas pensé à mettre ça dans le README. J'ai fait ça peut-être un petit peu trop vite. OK. Si on lui affecte on, c'est l'arme vide unarmed. Puis les HP restants si on change sa valeur. Fait que là, on voit que, bon, HP maximum, attaque, défense, level, ça a l'air d'être des attributs bien normaux que je peux changer quand je veux. Puis quand je les affecte, il n'y a rien de particulier qui se passe. Bon, après ça, je pourrais dire de les borner, mettons, dans les positifs, tout ça, là, mais regarde, on va pas se compliquer la vie. Par contre, le nom, j'ai besoin de ne pas pouvoir le changer. Fait que je vais faire comme j'ai fait dans Weapon, ici. Fait que je vais définir mon init. Mais je ne vais pas aller dedans tout de suite. Fait que mon init, je commence par y mettre les paramètres qu'il a besoin d'avoir. Donc, max HP, attack, defense, level. Je ne vais pas travailler dedans tout de suite. Je vais commencer par mettre mes attributs. Fait que j'avais dit, bon, le nom, je vais faire la même chose que j'ai faite dans Weapon, c'est-à-dire, je vais juste le définir comme une propriété, mais pas de setter. Comme ça, on ne peut pas le modifier. Ça se règle assez vite. Donc, comment je l'affecte ici, c'est self.name égale name. Max HP, attaque, défense, tout ça, je peux les mettre directement tel quel. Je les expose, puis c'est correct. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Comme ça. Puis, même affaire pour le level. Maintenant, pour l'arme. Ici, moi, je voudrais que l'arme, là, on voit, là, c'est pas un des paramètres. Fait qu'un personnage, quand je le crée, il commence désarmé. Donc, son arme, ça devrait être quoi? Ça devrait être none. Sauf que none, ça devrait être autre chose. Fait que plutôt que d'aller le mettre dans le init, je vais mettre weapon comme étant une propriété. Fait que je vais faire un property. Def weapon. Comme ça. Self. Pardon. Puis je fais juste le return normalement. Fait que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier dans mon accessoire. Je fais juste retourner l'arme. Maintenant, pour faire son setter. Donc là, je veux lui affecter ce qui est passé en paramètre. Fait que, ou ce qui est passé, tu sais, comme valeur. Si la valeur est none, je lui mets une arme vide. Autrement dit, le unarmed. OK. Fait que ça serait pour mon arme. Puis qu'est-ce qui me manque d'autre? Ah, il manque mon HP. Là, mon HP, ben, je voudrais qu'il soit égal à max HP. Je commence avec HP à 100%. OK. Sauf que HP, il doit se comporter un peu différemment encore là. Fait que to-do, définir getter setter pour HP. Puis là, ben, qui doit être borné entre 0 et max HP, comme ça. OK. On se laisse 2 minutes pour faire ça. Fait que si je veux que vous fassiez... Ici, j'ai seté la propriété nom. J'ai mis le getter pour weapon, mais j'ai pas mis le getter setter pour HP. Fait que vous devez mettre le getter setter pour HP, sachant que ici, on lui affecte none, ça fait l'arme vide. Fait que l'arme ne devrait jamais être égale à none dans un code fonctionnel.
Ça devrait toujours être, si je lui affecte none, ça y passe un unarmed. Puis le HP, quand je lui affecte une valeur, ça devrait jamais sortir de l'intervalle 0 max HP. Fait qu'on se laisse, un petit 2 minutes pour faire ça, mettons. OK, on essaye ça. Voir ce qu'on a été capable de faire. Fait que pour le setter de weapon, bon, je sais comment faire un setter, c'est-à-dire je fais si le nom de la propriété point setter. Je définis une méthode qui a le nom de setter. Donc, puis là, je lui mets encore là le self et la valeur à laquelle je vais lui passer. Puis là, comment je fais mon opération? Ben là, je dis, si la valeur est none, alors la valeur, ça doit être un make unarmed. OK. Donc, mettons if val is none. Là, je pourrais le modifier directement en val parce que c'est correct. Je n'ai pas besoin de mettre ça dans une variable temporaire. Weapon.makeUnarmed, c'est comme ça que je crée une arme vide. C'est pour ça que j'avais fait cette petite méthode-là dans ma classe Weapon. C'était pour ne pas avoir besoin de toujours répéter le non-unarmed, le unarmed power, le 1, parce que si ça change, au moins là, ça va juste changer à une place, c'est-à-dire dans la classe Weapon. Fait que je fais ça. Puis là, ensuite, ben, je fais self. Puis là, je fais mon weapon privé comme ça, égale val. Si on voulait être un petit peu plus robuste, c'est-à-dire respecter un peu plus les règles du jeu, on dit que weapon, il ne doit pas pouvoir être affecté à... On ne doit pas être capable d'utiliser une arme qui n'est pas de notre niveau. Right? Fait qu'on pourrait je ne l'avais pas mis dans le README, mais on pourrait le mettre ici. Donc, là, c'est l'arme vide. Si l'arme est trop avancée, on lance, puis qu'est-ce qui aurait de l'allure à lancer ici? Ce serait un value error. Hein, autrement dit, le type est valide, mais la valeur n'est pas bonne. Dans ce cas-ci, notre valeur, c'est notre niveau. Fait que si je voulais faire ça, ben, je ferais donc if val.min level
est plus grand que mon niveau, donc self.level, alors je raise value error. Puis value error, ben, ce que je lui passe en paramètre, c'est le type du truc que je voulais passer. Donc, c'est quoi le type de mon arme? Ben, c'est la class weapon. Donc, je mettrais directement la class weapon comme ça, comme paramètre du constructeur de value error. Alright. C'était pas dit tout de suite, mais tiens, on va essayer de respecter les règles du jeu. Puis ensuite, ben, si j'ai passé à travers ça, puis j'ai passé à travers ça, puis je suis rendu à cette ligne-là, ben Val va soit avoir une arme qui est valide, ou va avoir l'arme vide. Dans les deux cas, je l'affecte. L'arme vide est maniable par tout le monde, parce que dans notre jeu, on va assumer que tout le monde a une façon de se taper dessus sans avoir une arme. Mais là, on a deux weapons. Non! Parce que comme j'avais fait dans l'exemple ici, la façon de mettre un getter et un setter, c'est bel et bien d'utiliser deux fois le nom de la méthode. Donc, ici, on met le nom de l'attribut pour les deux. Puis l'autre, parce qu'il y a setter puis il y a deleter, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ou remover, je ne sais plus, mais bref, ce serait le même concept. Encore là, je sais que ce n'est pas dans vos notes de cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste linker un article sur les internets qui résume quand même bien ça, parce que vous pouvez aller lire properly dans la documentation de Python, mais c'est la documentation de Python, donc c'est un peu verbeux, puis c'est peut-être pas ce qui est le plus convivial pour vous. OK. Fait que là, j'ai mon arme. Définir getter, setter pour HP. Ben, même concept. Je me fais HP, donc ça c'est le nom de ma propriété. Return le HP privé. Puis là, je voudrais mettre son setter. Donc, hp.setter def hp self value. Puis là, qu'est-ce que je dis? C'est qu'il doit être borné entre 0 et max HP. Fait que si vous regardez dans le code qui est fourni, vous voyez qu'il y a un clamp ici, que vous n'avez peut-être pas remarqué. Clamp, ça veut juste dire prends une valeur, garde-la entre deux bornes. Fait que si je dis garde x entre 0 et 1, puis tu lui donnes moins 1, il va être égal à 0. Ça l'amène à la borne la plus proche si ça dépasse de la portée. Fait que ce que je vais faire ici, c'est self.hp égale, puis là je vais clamper la valeur entre 0 et self.maxhp. Si j'avais pas clamp, ben je ferais juste deux if, là, puis ça se ferait tout ça. Fait que là, j'ai mon HP, puis j'ai mon arme. Alright. Mettons que j'essaye ça dans un code. Ici. Donc, j'essaye ça dans un code. Fait que je me fais... ici, j'ai une arme quelconque. Puis là, je me fais un personnage. Donc, foo égale... Puis là, je peux faire character. Puis là, je lui passe tous les arguments. Donc, whatever. Max HP, on va dire 100. 10 d'attaque. 10 de défense. Puis, mettons, ici, voyez-vous, l'arme est de niveau 10. Fait que, mettons, je me mets de niveau 5, qu'est-ce qui va arriver? Puis, je fais point weapon égale weapon 1. Utils.clamp, oui, bien sûr. Ici, il faut juste que je l'importe, c'est beau. Voyez-vous, ici, ça me fait un value error quand j'essaye d'affecter mon arme. En effet, elle n'est pas compatible. Si je me mets un niveau qui est suffisant, maintenant, ça fonctionne sans problème. OK. Là, en ce moment, Fou, il est à son HP maximal, fait qu'il est à 100. Mettons que Fou, je lui donne un gros hit, ou, je sais pas moi, il a tapé sur des poulets une couple de fois de trop, puis là, il est dans le trouble, puis là, il a
beaucoup de dommages qui lui sont faits. Fait que mettons fou.hp moins égal 9000 parce que les poulets étaient particulièrement fâchés. Qu'est-ce qui va arriver au HP de fou? Print fou.hp. Son HP est égal à 0. Il n'est pas égal à genre moins 8900. Il est égal à 0 parce que quand on fait l'affectation, ça appelle le setter, puis le setter fait le clamp. OK, OK. Bon, pour être capable de faire le reste de l'exercice aujourd'hui, je pense que je vais juste comme passer au travers pour vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que ça, je vais mettre ça en commentaire ou je vais mettre juste l'enlever, c'est plus utile. Soit ces personnages-là. Donc ici, j'ai le personnage épique et le personnage gay meur. Donc, meur comme ça. Donc, j'ai Epic et Gamer qui vont se battre entre eux. Il y en a un qui a un BFG, donc tout le monde sait c'est quoi le BFG, et l'autre qui a le DQ Stick, qui est l'arme la plus overpowered dans toute la série de Zelda. Donc, si ici j'ai... Si je retourne dans mon game, quelles sont les autres fonctions que je peux faire? C'est Deal Damage. Donc ça calcule une attaque, comment ça va se passer. Pour faire ça, j'ai besoin de faire ma méthode qui va être capable de calculer ça. Fait que si je pourrais le faire directement en Deal Damage, je vais me mettre ça dans une méthode. Puis qu'est-ce que je dis qu'il faut utiliser comme formule? C'est cette belle formule-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est capable de me dire c'est la formule de dommage que j'ai pris d'où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la formule? Donc, en appliquant ma formule, non, c'est pas la formule de WoW. Indice, c'est une formule qui vient d'un jeu qui n'a pas rapport avec des armes puis avec des personnages qui se tapent dessus avec des armes. En fait, c'est la formule de dommage de Pokémon. Sauf que ici, au lieu de le power du move, c'est remplacé par le power de l'arme. Eh ouais, il y a quelqu'un qui l'a eu. Quelqu'un qui l'a eu. Il y a clairement quelqu'un dans la classe qui est capable de reconnaître par cœur la formule de dommage de Pokémon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait du EV training dans la classe. Ah, pas facile la vie, pas facile. OK. Fait que ça, mettons, si j'applique la formule puis je la fais comme il faut, c'est de même que ça marche. Petite explication. Bon, là, ici, je fais juste appliquer les éléments de ma formule. C'est bon, hein, ma division. Ensuite, le crit, je dis que ça doit être égal à 2, 1/16e du temps, puis c'est égal à 1 sinon. Fait que ce que je fais, c'est que je me génère un nombre aléatoire en utilisant random.random qui me donne un nombre entre 0 et 1, un nombre réel. Puis je dis, si random, en supposant que c'est une distribution uniforme, ce qui est le cas, s'il est plus petit ou égal à 1/16e, autrement dit, s'il est plus petit ou égal à ma probabilité, alors il est égal à vrai. Donc, c'est comme ça que je fais ici une probabilité avec un booléen. Je fais juste générer un nombre entre 0 et 1, puis je regarde est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que la probabilité que je veux. Fait qu'ici, dans le fond, je veux qu'il soit vrai 1/16e du temps, donc je vérifie est-ce qu'il est plus petit ou égal à 1/16e. Puis ensuite, mon modificateur, ben, pour celui du critical, je fais il est égal à 2 si critical est à vrai, sinon il est égal à 1, autrement dit, il ne fait pas de modification. Puis ensuite, un facteur uniforme entre 85 et 1, ben, j'utilise random.uniform. Ensuite, ensuite, je fais juste le reste de l'équation, puis ça me donne ça. Mettons pour le fun, je vais arrondir ça à l'entier le plus proche, parce que pourquoi pas, puis je dois retourner le critical aussi en même temps. OK, OK. Fait que mettons que j'ai ça. Encore là, je fais juste le faire devant vous parce que j'avais pas mis toutes ces consignes-là dans le README parce que je savais qu'on n'avait pas le temps. Donc, pour calculer les dégâts,
Bon, pour calculer les dégâts entre l'attaquant et le défendeur, ben, j'utilise le compute damage. Fait qu'ici, compute damage, c'est l'attaquant.compute damage, le défendeur. Donc ici, j'appelle ma méthode. Donc, damage crit, parce que je sais que ça retourne la valeur numérique du dommage qui est fait. Remarquez que ça n'applique pas le dommage, ça fait juste le calculer. Est égal à, ben là je fais attacker. Ici, compute damage. Defender. Fait que là, j'ai mon crit, tout ça. J'applique le dommage qui a été fait. Donc, je dis à mon défendeur, ben, .hp moins égal damage. Puis là, je pourrais afficher un message ici. Hein? L'attaquant a utilisé telle arme. Fait que c'est parce que je me suis dit, hein, c'est une information pertinente à avoir dans un battle log. Si j'ai eu un crit, alors j'affiche critical hit, hein, parce que c'est toujours satisfaisant de voir, ou frustrant de voir qu'on s'en est fait faire un. Donc, soit satisfaisant de voir qu'on en a fait un, frustrant de voir qu'on s'en est fait faire un. Fait que si crit est à vrai, alors j'affiche critical hit. Puis ensuite, je vais juste dire, ben, le défendeur ici a pris tant de dommages. Puis là, je fais juste une petite indentation comme ça. OK. Je vois de quoi ça a l'air dans exercice.py ici. Fait que, mettons que je fais deal damage, puis je dis que C1 attaque C2, mettons. Puis là, ça me dit, ben, C1 qui est épique ici, a utilisé son BFG, puis Gamer a pris 66 points de dommage. Si je le roule plusieurs fois, donc si je fais ça, mettons, in range 20, je devrais avoir au moins un crit là-dedans. Là, ici, on peut voir, hein, ça donne tout le temps des valeurs différentes parce que j'ai des éléments aléatoires là-dedans. Puis là, ici, j'ai eu un crit. Puis j'en ai eu 2 fois des crits sur 20 exécutions, ce qui a de l'allure pour dire que ça doit arriver un 16e de fois. Fait que ouais, ok, c'est beau. Deal damage, c'est comme ça que ça va marcher. Puis ça affiche ces messages, tout ça. Vous remarquez que les messages, je ne les ai pas affichés dans compute damage. Je les ai affichés dans deal damage parce que ça, ce sont les fonctions qui font vraiment partie de mon jeu puis qui interagisseraient avec l'utilisateur si j'avais décidé de mettre des inputs où tu peux choisir ton arme, etc. Bon, là, c'est pas notre cas, on garde ça simple. OK. Ensuite, pour rouler la bataille, ben, je fais ça, mais en boucle. Donc, qu'est-ce que ça implique? Tout d'abord, il faut que je me mette un attaquant et un défendeur. Fait que moi, j'ai dit, l'attaquant, c'est le premier paramètre, le défendeur, c'est le deuxième. Puis l'attaquant, ben, il y a l'effet de surprise, donc c'est lui qui donne la première attaque au premier tour. Fait que, contrairement à Pokémon ou dans d'autres jeux, il n'y a pas de question de speed, c'est juste le premier qui tape. Celui qui engage le combat, c'est le premier qui tape. OK? Fait que là, je me mets une variable Attacker, Defender qui sont égales à C1 et C2. C'est bon, j'affiche ça, c'est bon. Puis là, en boucle, ben, j'applique l'attaque. Comment j'applique l'attaque? Je fais mon deal damage ici entre mon attaquant et mon défendeur. Puis là, je vérifie, est-ce que le défendeur est mort? Parce que si le défendeur est mort, ben, le combat est fini. Moi, je dis dans l'énoncé, ici, il faut que ça roule jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui meurt. Puis en effet, la dernière affaire qu'on voit, c'est qu'il y en a un des deux qui est mort. Si on regarde dans l'exemple ici. Alright. Ben, comment je vérifie qu'un personnage est mort? Ben, je vérifie est-ce que son HP est égal à 0. Puis là, dans mon cas, ben, c'est le défendeur, clairement, auquel il peut arriver quelque chose. Bon, c'est sûr que s'il y avait du recoil, on pourrait dire l'attaquant peut perdre du HP. Non, on s'en fout. Donc, defender.hp égale 0. Égale 0 et non pas plus petit ou égal à 0 parce qu'on le sait que HP, quand je l'affecte, il est toujours borné entre 0 et le max HP. Donc, si je lui donnais un gros coup à la fin qui l'amenait dans le négatif, il ne serait pas allé dans le négatif, il aurait resté borné. Alright.
Ensuite, je dois échanger une fois que mon tour est fait. Donc là, je pourrais, mettons, faire turn. Là, je pourrais faire turns ici. Turns plus égale 1. Hein, pour augmenter le nombre de tours que j'ai fait. Puis là, ici, ben, je dis si le combat est terminé, ben, je break. Autrement dit, je sors de ma boucle. Ça, c'est bon. Turns plus égale 1, c'est bon. Puis ensuite, j'échange attaquant et défendant. Comment je peux les échanger facilement sans le faire en 3 lignes? Vous vous rappelez qu'en Python, on peut faire les affectations sous forme de tuple. Donc, je peux faire, mettons, A, B égale 1, 2. On se rappelle que je suis capable de faire ça. Mais ici, je pourrais mettre BA comme ça. Donc, ça dirait que A est égal à B, B est égal à A. Puis de la façon que ça s'exécute, ça fonctionne parce que les choses ne vont pas s'exécuter dans le mauvais ordre. Fait qu'ici, je ferais attacker defender égale defender attacker. Ici comme ça. Fait que ce qui arrive, c'est que defender et attacker, ça va, c'est des copies de référence. Donc, c'est pas parce que j'ai modifié attacker ici que celui-là va se faire modifier, parce que c'est une copie de la référence et non pas l'objet lui-même. Fait que là, je fais juste inverser les deux, puis à la fin, ben, je peux retourner le nombre de tours que j'ai fait pour savoir la bataille s'est finie en combien de tours. Pour avoir la même exécution que j'ai dans l'exemple. OK, OK. Est-ce que ça compile tout ça ou est-ce que ça roule? J'essaie de rouler ma bataille. Puis on voit, il s'est passé quelque chose. Puis ensuite, ben, je peux m'afficher en combien de tours ça s'est terminé. Fait que là, ben, il y a une action qui est faite, il y a du dommage. Ici, j'ai un deal damage qui ne devrait pas être là. Excusez-moi. Fait qu'ici, ben, OK, chose a parti une bataille avec chose. Chose a utilisé truc, patente a utilisé, a pris tant de dommages, etc., etc. Oh, j'ai un crit ici. Un crit avec un deck stick, bien sûr. Il a pris beaucoup de dommages, il est mort, la bataille s'est finie en 16 tours. C'est pas super cinématique comme scène, là, mais c'est une mécanique de jeu. Fait que... Bon, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? Epic peut juste gagner avec un crit. Non, parce que Gammer, il a beaucoup de défense. Fait qu'il peut pas, il peut quand même prendre beaucoup de coups. N'oubliez pas que la défense est prise en compte dans la formule. C'est pour ça que j'ai mis la belle petite formule compliquée ici. Alright. Donc. Oui, on peut rajouter du délai. Puis ben là, c'est parce qu'il reste comme 5 minutes au cours. Fait que j'ai pas vraiment le temps. Mais si je voulais, je pourrais non seulement rajouter du délai, mais je pourrais rajouter un effet sonore entre chaque ici. Entre chaque tour, là, à chaque fois qu'il y a une attaque, je pourrais mettre un effet sonore. Puis quand le dude est mort, ben, je pourrais mettre un autre effet sonore qui est genre. Ouais, ben, c'est sûr que j'ai pas super bien balancé les personnages, là, mais. Les données sont là, vous pouvez les ajuster pour que ce soit mieux balancé. Fait que c'est pas mal ça. L'autre petite affaire dont j'ai pas eu le temps de parler, c'est que j'ai écrit des tests qui vont avec tout ça. Donc, là, je sais pas si ça va. Ouais, c'est beau, j'ai des tests qui roulent. Vous pouvez les regarder. On va peut-être les regarder la prochaine fois si je vois que c'est pertinent. Ben, la formule de dégâts est dans le README. Là. Donc ici, voyez-vous, j'ai fait des tests sur mes armes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que dans mon setup, fait que mon setup, c'est ça qui s'exécute avant chaque test. J'initialise un paquet d'armes. Puis là, je vérifie, est-ce que je suis capable d'affecter à name? Autrement dit, est-ce que ça lance bel et bien une exception quand j'essaie d'affecter quelque chose à name? Ça devrait lancer une exception qui est de type attribute error. Puis comme on avait vu au chapitre 9, puis je pense que je l'avais posté, c'est comme ça qu'on fait pour vérifier
est-ce qu'une exception a été lancée comme il faut dans les unit tests. Donc là, je fais with self.assertRaises, le type d'exception auquel je m'attends. J'exécute le code qui devrait lancer une exception, puis si l'exception a été lancée comme il faut, ça va faire réussir le test. Ensuite, je vérifie si après initialisation, toutes les choses sont aux bonnes valeurs. Fait que ça, c'est normal. Ensuite, je vérifie si j'essaye d'affecter un make unarmed à une arme, est-ce que ça affiche les bonnes affaires? C'est le même principe. Pour les personnages, c'est exactement le même concept. J'essaye de vérifier si les trucs qui ne sont pas affectables, je suis capable d'y affecter. Est-ce que ça lance la bonne exception? Je vérifie les valeurs. J'essaye de voir si je mets un none à mon weapon, est-ce que ça met bien un unarmed ou ça le laisse à none, etc. Vous comprenez le principe, vous êtes capable de les lire. La chose à laquelle je veux faire porter attention, c'est ici, pour calculer le crit. Le crit, c'est une valeur aléatoire. Je pourrais la tester de façon statistique, donc je pourrais la rouler, mettons, quelques milliers de fois ou quelques dizaines de milliers de fois, puis vérifier si la proportion de crit que j'obtiens en réalité est proche de celle qui est théorique, qui est dans mon cas un 16e. Ça, c'est une façon de faire, mais ça, ce que ça vérifie, c'est pas tant que votre utilisation de random est bonne, ça vérifie plutôt que random en soi est bon. Mais nous autres, on sait que random, il fonctionne, il est dans la librairie standard. Ce que je fais plutôt, c'est qu'en utilisant mock.patch, je remplace random.random juste pour ce test-là. Puis plutôt que de retourner une valeur aléatoire, je lui dis remplace random par une fonction qui retourne toujours 0.1. Puis moi, je sais que dans mon code, si j'ai une valeur random qui est plus petite que ma probabilité, ça donne true. Puis si elle est plus grande, ça donne false. Donc si ici 0.01, c'est clairement plus petit que 1/16e, donc ça devrait me donner vrai. Puis là, ben, je le fais avec uniform juste au cas où que les deux aient été utilisés. Là, je fais damage crypt, self.compute_damage. Compute damage va appeler random.random, mais étant donné qu'il a été changé avec un mock.patch, c'est cette lambda-là qui est appelée à la place. Donc, ici, crit va toujours donner la même chose, c'est-à-dire, il devrait donner true. Puis là, je vérifie, est-ce que avec cette valeur-là aléatoire, ça me donne bel et bien un crit qui est à true. Puis après ça, je fais la même affaire pour vérifier est-ce que crit est à false. Fait que le mock.patch, quand vous écrivez vos tests, ça vous permet de remplacer des fonctions externes sans avoir besoin de faire des trucs trop funky. Entre autres, si vous avez besoin de remplacer des fonctions de la librairie standard comme un random. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais bien sûr updater tout ça. Je vais essayer de ici juste rajouter au début là, un petit exemple avec .2D, mais je pense que je vais juste laisser .2D ici comme ça, juste pour que vous l'ayez comme référence, de savoir c'est quoi la différence entre faire des trucs comme à la Java ou à la C++ ou peu importe, versus des trucs très pythoniques. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Dans le fond, je vais les mettre dans un exercice version prof qu'il y a là, puis dans un game version prof. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Sur ce, merci d'avoir été là. Je sais qu'on a été un petit peu juste dans le temps, je m'en excuse. On va se revoir jeudi où on va faire un autre exemple. On ne va pas réutiliser ces classes-là, on va le faire avec des matrices parce que les matrices, c'est pratique pour faire l'overload d'opérateurs étant donné qu'on les a pas mal tous. Donc sur ce, bon reste de semaine à vous autres et à jeudi, soyez sages, comme d'habitude.